Eh bien bonjour, vous êtes dans la matinale de Géopolitique Profonde TV et j'animerai cette nouvelle matinale. Nous sommes jeudi avec Lara Stam. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers internautes. Eh bien aujourd'hui, le programme du jour, en tous les cas, pour ce qui me concerne, vous me retrouverez à midi, ou plus précisément 12h30, et nous serons en compagnie de Marie-Pascale Rémy. Vous savez, ce sont ces fameuses émissions du midi, le live. Lundi, nous faisons une émission de santé avec Corinne Lalo. Mardi, c'est l'Odyssée des cathédrales avec Jean-Claude Pascal. Hier, vous avez pu assister à Jamais le dimanche, émission que j'ai trouvée particulièrement passionnante avec Aram Mardi-Rossian, le professeur de la Sorbonne. Et ce midi, nous aurons donc pas Corinne, on aura Marie-Pascale Rémy. Je confonds nos intervenants. Mais quel jour sommes-nous? Nous sommes jeudi. Et donc, jeudi, dans le calendrier liturgique traditionnel, eh bien, c'est la Saint-Raphaël, l'archange Raphaël. Alors, vous allez me dire, c'est l'archange du printemps. Qu'est-ce qu'il vient faire en cette date de la fin du mois d'octobre? Nous sommes à l'automne. Bah oui, enfin, c'est comme ça. De toute façon, dorénavant, dans le calendrier liturgique, tout a été fusionné. Les 4 archanges, hein, on rappelle Uriel, Gabriel, Michel et donc Raphaël, sont tous fêtés sur une même date. Allez hop, le 29, on évacue ça, 29 septembre, en une seule date. Il faut croire que les anges, les archanges dérangent un peu l'Église actuelle. On peut les comprendre. J'espère en tout cas qu'ils ont les uns les autres, nos prélats, de bons anges gardiens. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Donc ce sera là, dans le calendrier traditionnel, la Saint-Raphaël. Donc nous souhaitons évidemment une excellente fête à notre cher ami et cher camarade Raphaël Beslu, qui profite de son dernier jour de vacances, qu'il en profite bien, parce que demain c'est terminé. Il revient pour m'épauler, non pas pour me succéder, mais pour co-animer avec moi la revue de presse. Nous n'aurons pas de chronique aujourd'hui, donc nous passerons directement, cette fois-ci, de la revue de presse au grand angle, à notre invité principal, qui n'est autre, vous le connaissez bien, beaucoup d'entre vous en tout cas le connaissent bien, c'est Lucien Cerise. Il est à la fois analyste, philosophe, il s'intéresse évidemment à l'ingénierie sociale, en particulier celle que nous voyons qui fait florès actuellement, non seulement en France mais dans le monde, qui est le gouvernement par le chaos. Là, on ne va pas être déçu évidemment, et on n'est pas déçu depuis un certain temps concernant le chaos. Mais ça, c'est à partir de 8h, chers internautes. D'ici là, Lara, revue de presse. On est bien d'accord, on fait une revue de presse d'abord nationale, ensuite internationale. Exact. Mais pourtant, je me suis dit, alors après une émission de 3 heures sur Radio Courtoisie, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi, vous pouvez la suivre, la revoir, ou la réentendre plus précisément, et la revoir aussi sur un site, puisque dorénavant c'est filmé, d'ici 24-48 heures, et ce 5 jours de façon gratuite. Après, il faut s'abonner au site. Nous avions d'ailleurs Raphaël qui était parmi nous et qui a engagé un débat avec notre ami Pierre Cassan sur Israël, justement, et la réception dans les milieux patriotes du conflit proche-oriental où, nous le savons bien, une division existe entre ceux qui sont favorables à Israël et à sa politique et ceux qui lui sont profondément hostiles. Donc nous avons eu un débat de haute qualité, de haute tenue, comme seul, à mon avis, Courtoisie est capable d'en produire. Parce que Soyez pas modeste, hein, c'était quand même grâce à vous aussi que le débat a eu cette tenue et cette richesse. on a essayé, vous-même d'ailleurs, en tant qu'assistante, et Très moi-même. modestement. Hein, Ben, il valait mieux être modeste de toute façon et ne pas donner l'impression qu'on était 3 contre 1 pour ce malheureux Pierre Cassan, qui a déjà eu le courage de venir affronter le directeur de la publication, Raphaël, sur ce sujet brûlant qui est le sionisme. Et donc, déjà, il ne s'agissait pas d'en rajouter. Ils se sont tous les deux fort bien défendus, ont développé leur thèse. Après, libre à chacun de choisir
Nous sommes là, nous, pour faire de l'information la plus honnête. Ce qui est l'insupportable, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Le mensonge aux autres comme le mensonge à soi-même. Après, on peut dire avec sincérité des choses, deux personnes peuvent dire avec une certaine sincérité des choses complètement opposées. Après, libre à chacun de choisir. Dans la courtoisie, je déteste le mot tolérance. Il nous faut être profondément intolérants, je crois, aujourd'hui dans la société, être intolérant à la société d'aujourd'hui. Moi, je suis profondément intolérant à la société d'aujourd'hui. Mais par contre, il faut être en toute mesure courtois. Il y a dans cette notion de courtoisie pas seulement le côté mièvre et tiède qu'on nous sert, mais il y a aussi dans la courtoisie des vertus chevaleresques, donc des vertus d'honneur et de respect. Et ça, évidemment, ce sont des notions essentielles. Donc nous avons ça, et puis après nous avons ri un peu, alors que la vie et l'histoire de Patrick Jardin, qui était l'autre invité à nouveau avec Pierre Cassan en seconde partie, n'est pas spécialement gay. Vous savez, c'est le père de Nathalie, qui a été tué au Bataclan en novembre 2015. Et nous avons parlé de toute autre chose. Nous avons parlé des vélocides, nous avons parlé de la mairie de Paris, nous avons parlé d'Hidalgo. Et pendant 1h30, on a eu une franche rigolade sur ces sujets. Voilà. La question étant, faut-il écraser les cyclistes? C'est pas nous qui le disons, c'était Benoît Dutertre, il y a une dizaine d'années dans Le Point. Bon, je m'égare, voilà. Nous sommes dans cette matinale et cette revue de presse. Alors pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs au début? Parce que je me suis dit, après l'émission, on va préparer la matinale de demain, on essaie de donner les éléments les plus frais, hein, on ne ressort pas les infos d'il y a 3 jours. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder les premiers titres de l'ensemble de la presse écrite sur Internet. Je vais y trouver Kazan, parce que c'est quand même le sujet. C'est le sujet dont on parle tous, hein, c'est le BRICS. Alors je regarde, premier titre, on va en parler, tiens. Premier titre, l'affaire de Mazan, l'affaire Pellico. Voilà, et plusieurs articles à la file. Et puis une série d'éléments. J'y ai trouvé de tout, rien sur Kazan. Je suis même allé chercher sur un moteur de recherche Mazan et Kazan. Kazan et les BRICS. J'ai mis tout dans le moteur de recherche possible et imaginable. BRICS, Kazan. Ça fait quand même plus de 24 heures maintenant que les BRICS ont débuté. Les informations les plus fraîches sur les BRICS dataient de plus de 24 heures. Depuis plus de 24 heures, donc il n'y a rien. Nous continuons à nous regarder le nombril, à nous flageller, parce que l'affaire, on va revenir sur l'affaire, non pas l'affaire Kazan, l'affaire Pellico, l'affaire Mazan et pas l'affaire Kazan, en effet. Il ne faut pas se tromper. Mais voilà, il y a l'affaire Mazan, mais il n'y a pas Kazan. Et ça, c'est la preuve que l'Occident et la France en particulier se regardent le nombril. C'est une décadence. Hier, on avait mis comme thème principal sur la revue de presse nationale la déconstruction. La suite de la déconstruction, c'est la décadence. Et donc après l'affaire Mazan, eh bien nous avons, ça y est, nous avons le prix de la décadence. Nous avons le prix de la décadence, ma chère Lara, et je vous poserai la question, à votre avis, combien a pu coûter cette mirifique cérémonie des Jeux Olympiques, en particulier la première du soir, le premier soir de ce magnifique spectacle qui nous a été concocté par Thomas Joly. Eh bien, on a les prix, le prix est tombé. Vous n'allez pas être déçus pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà. Le troisième prix de la décadence, c'est qu'il faut évidemment, et c'est dans la suite logique de ces cérémonies des JO Paris 2024, il faut arracher, continuer à couper les dernières racines de l'arbre France pour qu'il ne que tombe que mieux et s'écroule, ce qui arrive en ce moment. Donc il faut lui arracher de toute force ses racines chrétiennes. Alors là, c'est un concours, il y a un concours Lépine, paraît-il, de la fiscalité, mais il y a aussi un concours actuellement de blasphème, de propos blasphématoires, de provocations antichrétiennes. Et on en veut particulièrement actuellement aux églises. Donc on propose d'en raser une, on propose d'en faire payer une autre, après avoir voulu en transformer une dernière, Notre-Dame de la Garde, ô bonne mère, en salle de shoot. Donc ce sera le troisième point au niveau national. Niveau international, eh ben, on parlera de Kazan, évidemment. Je vous parlerai aussi, on essaiera de fact-checker, si j'ose dire, ma chère Lara, les soldats nord-coréens. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un fake? Je vais vous mettre sur le grill.
Et puis on parlera aussi, alors là, celui-là, il faut voir, c'est une sorte, il se comporte aujourd'hui comme un Zelensky, c'est l'effet Zelensky, là c'est l'effet Netanyahou. Netanyahou était interviewé par CNews. Et cette interview vaut le détour. Grâce à Israël, grâce à Netanyahou, la civilisation va être sauvée. Tenez-vous bien, bonnes gens. Merci, Benjamin. On verra ça. On en reparlera. On commence peut-être par le national, Lara. Allons-y. Alors, l'affaire Pellico, je le rappelle, c'est entre 2011 et 2020. 49 hommes un homme aurait livré un époux, sa femme, donc à 49 bons hommes, entre 2011 et 2020. Mazan, c'est dans le Vaucluse. Kazan, c'est au Tatarstan, mais Mazan, c'est dans le Vaucluse. Donc 49 hommes, d'abord dans le Vaucluse, sur l'île de Ré, en Île-de-France. On y pointe du doigt, évidemment, en tout cas c'est ce que disent nos médias, la culture du viol, la maltraitance faite aux femmes par les hommes. Culture de viol systémique, ce qui veut dire qu'elle engage tous les hommes. Et d'ailleurs, certains hommes bien déconstruits, comme les aime Sandrine Rousseau, sont allés dire, même si moi je n'ai rien fait, quelque part, j'ai fait. Moi aussi, je suis coupable. Moi aussi, qu'on condamne tous les hommes. Et on en a fait évidemment le terme générique de critique et d'attaque contre le paternalisme, ce qui est une blague, une vaste blague. C'est une relation entre deux époux. C'est pas son père. On a affaire à une question relationnelle entre, on peut dire, entre le mâle et la femelle, si on veut. Donc il y aurait une culture systémique du viol du mâle, de la femelle par le mâle, encore. Mais paternalisme, laissez les pères là où ils sont, laissez-les tranquilles. Je ne vois absolument pas le rapport qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, la dernière en date, ce qu'on vient de nous servir, c'est évidemment, on s'y attendait. Vous savez, on est dans une société où les races n'existent pas, où il est absolument, par contre, formellement interdit d'être raciste. Mais alors, si les races n'existent pas, je ne sais pas comment on peut être raciste. Il est interdit d'être raciste, mais en fait, nous sommes tous racistes. Et en particulier les hommes, et en particulier le mâle blanc de plus de 50 ans. Il est raciste, évidemment. C'est systémique aussi. Il est violeur, il est raciste. C'est le nouveau récit national, le nouveau récit sociologique que l'on nous raconte. Donc, on apprend que Sieur Pellico choisissait en plus, selon des critères raciaux qui n'existent pas, de faire violer sa femme sous sédatif. Voilà. Et en particulier, évidemment, vous vous en doutez bien, par des hommes racialement Racisé. marqués. Je ne sais même pas comment, je ne sais même plus les mots qu'il faut employer. Pardon ? Racisé. Oui, enfin racisé, en tout cas, d'une couleur de peau sombre. Je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Je ne sais plus, parce que je ne sais pas si on ne va pas me le reprocher, comment, noir, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? Parce que, évidemment, moi, je n'ai pas le droit. Nos censeurs peuvent employer tous les termes. C'est un peu comme l'époque de l'Inquisition. Ah, alors voilà, il faudrait employer un... Mais je me refuse d'employer cet anglicisme, qui est raciste, probablement. Et donc, en faisant violer sa femme plutôt par des gens de couleur sombre, brune, noire, comme vous voulez, donc il aurait, Sieur Pellico, donc en plus d'être un violeur maladif, est en plus un raciste. Voilà. Donc je pense que on a trouvé là, à Haro sur le Baudet, on a trouvé là le Baudet idéal. Mais alors ce qui est extraordinaire, moi ce qui me fascine dans cette affaire, c'est sa bonne volonté, étonnante quand même, à reconnaître. Il reconnaît, et même s'il pouvait en ajouter, s'en rajouter, il s'en rajouterait. Ça me fait penser un petit peu à Landru. Vous savez, quand il a été condamné à mort, il dit, paraît-il, au juge, au magistrat qui l'avait condamné, « Ah, mais si j'avais eu 2 têtes à vous donner, je vous les aurais données bien volontiers. » Voilà. Une tête à couper ne suffit pas, 2 c'est mieux. Ben là, avec le sieur Pellico, c'est la même chose. S'il pouvait même s'inventer des crimes imaginaires, je pense qu'il les confesserait bien volontiers. Mais c'est cette espèce de nombrilisme, cette décadence, faire du premier titre, parce que c'est ça, c'est là le plus inouï, en faire le premier titre de l'actualité en France, cette espèce de détestation de soi-même,
qui est sans limite. Mais Dans c'est un des aspects. journal national, hein, Ah bah oui, précisez-le. oui, Ouais. et pas des moindres. Celui que le conservateur moyen a lu pratiquement toute sa vie, d'homme adulte. Donc, moi, je suis horrifié de cette détestation de soi-même, qui explique, à mon avis, beaucoup de choses. Cérémonie de la réconciliation, Lara, c'est le deuxième titre. Cérémonie de la réconciliation, c'est ce qu'on nous avait dit. Ils ont tous porté plainte contre le site du cyberharcèlement, les accusés, homophobie, grossophobie, enfin toute la cageophobe, on a rempli la cageophobe, alors qu'à l'origine on disait évidemment, bon, avec votre argent, mais alors vous allez savoir combien ça va vous a coûté, on va rire. Eh bien avec votre argent, on faisait une réconciliation qui n'était qu'une insulte à tout ce qui était la tradition, à tout ce qui avait fait la grandeur de la France, euh, à tout ce qui faisait la noblesse de notre civilisation. Tout déconstruire, cracher sur tout, sans exception. Et puis alors, on ne parlera même pas du narratif et des invocations, parce que pour moi, c'est même une messe noire d'invocation, cette cérémonie, avec les chevaliers de l'Apocalypse, avec cette scène inversée. Et je dis scène inversée, la scène, la scène du Christ, le dernier repas, partagé avec les apôtres, mais aussi la scène scénique, puisque l'arrivée du chevalier de l'Apocalypse se fait sur un miroir inversé, en fait, de l'axe de la tour Eiffel. Il y a une volonté vraiment de faire franchir le miroir. On avait fait une émission magnifique, j'ai trouvé en tout cas avec Marie-Pascale Rémy sur ce sujet un jeudi, sur l'invocation et comment on fait l'invisible passe dans le visible, au travers justement l'inversion dans le miroir. Eh bien alors, à votre avis, Lara, parce que je ne vous ai pas entendu encore beaucoup jusqu'à présent, combien a pu nous coûter, on parlait de 20, 30 millions d'euros, cette superbe cérémonie? Bah, Avez-vous je une pense que idée? puisque vous en parlez, donc ça doit être le double. Je sais pas, 50 millions, ce qui est déjà énorme. Mais bon, comment on y place Céline Dion avec son million, je sais pas. Ah, Je me perds. parce que vous Mais croyez que c'est le coût principal serait le prix des artistes, c'est ça? bah, vu ce que ça a coûté la prestation de Céline Dion, je me dis c'est peut-être ça, parce que encore une fois, mais dites-moi, je suis toute Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, pour paraphraser Macron, que ça a coûté un prix de dingue, un pognon pognon. de dingue, Bah oui, 120 50. millions d'euros, Oh, 120 millions d'euros, voilà, 120 millions d'euros pour voir quelques c'est sans embarcations compter antiques le sur 1,4 l'eau. milliard de la Seine. Ah oui, alors, non, mais là, vous, vous augmentez en effet très fortement les coûts. Oui, mais là, écoutez, c'est comme les anneaux, ça a permis la promotion de Madame Hidalgo. Tiens, mais d'ailleurs, mais Emmanuel Macron n'est toujours pas, il avait promis d'aller se baigner, il n'y est jamais allé à ma connaissance. Et, c'est, ah, l'ensemble de nos médias, sans aucune exception, l'ont oublié, mais c'est extraordinaire. Personne, oh non quand même, ce serait de l'insolence, personne n'est allé dire, mais monsieur Macron, en fait, on ne vous a pas vu vous baigner avec Britchell dans la Seine, ou tout seul même, hein. Ça aurait déjà été pas mal, il aurait pu faire ça, tiens, avec Castex, avec un de ses premiers ministres préférés. Avec Nunez, ça serait bien. Ah, alors oui, mais le prophète Nunez, mais attendez, pas idiot le Nunez, notre Nunez de poche. Nunez, il avait dit qu'il irait. Et puis finalement, il n'y est pas allé, rappelez-vous, il a envoyé le préfet de région. Le préfet de la Seine, pourtant quand même, Nunez, préfet de Paris, on a appelé ça combien de temps? C'était le préfet de la Seine. Le préfet de la Seine ne se baigne pas dans la Seine après avoir validé 1,4 milliard pour la nettoyer. Vous n'aviez pas confiance, monsieur Nunez? Préférez envoyer votre homologue de la région Île-de-France? Eh bien, 120 millions, voilà. On avait, alors, c'est mis en rapport avec les 30 millions de Londres, qui avaient déjà été des cérémonies, à mon avis, particulièrement malfaisantes. Mais quand même, la facture globale, bah, si on inclut justement la Seine, c'est déjà 50% la dépollution. 2,8 milliards.
Vous allez me dire, c'est moins que ce qu'on donne à l'Ukraine. Bah, oui. 2,8 milliards. Et ça va être mis en rapport avec l'information qui va suivre sur ce que veut faire Madame Dati avec Notre-Dame de Paris. Ça a coûté 2,8 milliards. La cérémonie, la seule cérémonie d'ouverture, 120 millions. Gardez ces chiffres en tête pour ce qui va suivre et qui montre l'imposture absolue. Vous avez autre chose? Est-ce que vous voulez dire autre chose sur cette information du coût des JO? Et sinon, on va passer justement à l'information suivante. Je pense que c'était après que Macron ait dit que c'était la fin de l'opulence. Ah aussi. Mais Oui, mais alors oui, ça, la fin de enfin, l'opulence, on a bien vu que nos c'est pas pour tous. éminences se sont régalées à nos frais dans ces lieux de l'Ancien Régime, ces lieux de l'ombre, ces lieux de l'obscurité, ces lieux qui ne sont évidemment pas ceux de la lumière révolutionnaire. Hein, c'est ce qu'on a essayé de nous vendre. Hein, c'était au Louvre. Tout le monde est allé se régaler au Louvre. Quand on ne se régale pas au Louvre, on se régale dans la galerie des glaces de Versailles. Mais c'est l'obscurantisme. Enfin, c'est l'obscurantisme, ça dépend pour qui. Donc oui, il y a ça, il y a bien sûr, il y a eu ça, évidemment, aussi, ce coup-là. Mais enfin, quand même, 120, entre 100 et 120 millions. Ça, moi, vraiment, je crois que c'est C'est qui essentiel. révèle cette information d'ailleurs? Quelle est Il votre y a eu le source? Canard enchaîné, le Ah, JDD, tout le monde en parle. bah, le canard Je crois que c'est enchaîné, reconnu c'est comme tel. sérieux. Ils ont essayé de le cacher. Monsieur Tony Estanguet, hein, le patron justement des cérémonies. Mais on n'est pas venu lui demander. Pas lui demander pourquoi ça a coûté si cher. Est-ce que quelqu'un pourrait aller lui tendre un micro et lui demander un prix pareil à la gloire de qui? Donc on rappelle évidemment que la tenue dans laquelle Madame Hidalgo s'est baignée a été donnée ensuite à un musée à Lausanne pour exposition. C'était peut-être pour que Bruno Le Maire arrive en bonne configuration. C'est la même ville, bizarre. Ça doit être ça. Ouais. Alors, 120 millions, c'est à mettre en rapport à une proposition de Madame Dati euh, pour Notre-Dame de Paris. Donc, vous savez que le 8 décembre, 7 décembre au soir, 8 décembre, pour l'Immaculée Conception, nous aurons la réouverture de Notre-Dame de Paris. Jusque-là, vous me suivez, Lara? Oui, j'essaye. Oh bah, oui. Et donc, Madame Dati a accordé une interview, qu'il faut que je retrouve précisément. Voilà. Parce qu'il me faut les chiffres, les montants en fait. L'information, je la connais, mais j'ai un chiffre que je vais aller chercher dans mon article et que je vais retrouver. Eh ben, elle se propose ni plus ni moins. Alors c'est une vieille idée, hein, elle ne l'a pas inventée, Rachida Dati. Je ne crois pas qu'elle ait inventé quoi que ce soit d'ailleurs dans sa vie politique. Elle reprend, ou elle se fait le porte-voix, ou le porte-flingue, ou le porte-valise au sens conceptuel et philosophique et idéologique du terme, de ses maîtres. Eh bien, Madame Dati propose que l'on paye l'entrée de Notre-Dame. Voilà. Alerte Alors elle Info. essaie d'expliquer que c'est les Géopolitique touristes, mais vous profonde allez prend sa distinguer, place dans le vous, paysage les médiatique personnes qui vont à français. Notre-Dame Bonsoir à tous pour sur prier, Géopolitique de ceux Profonde, la qui chaîne qui est là y pour vont en tant remplacer que les touristes. médias Comment subventionnés. reconnaît-on un On touriste? investit Tiens, j'avais maintenant un chroniqueur. Peut-être une possibilité la d'envoyer rue un pass. et on veut vous entendre. Un Le pass, gouvernement de M. c'est- Macron un QR code, nous a tiens, obligés, avec nous a reconnaissance enfermés faciale. chez nous. Ouais, vous Mais on a rentrez dans besoin de l'église, votre on veut soutien. savoir qui rentre Alors dans cliquez sur le l'église. bouton j'aime pour Vous nous avez soutenir. parfaitement raison. Mais Déjà, elle propose 5 euros. C'est bien 5 euros. 5 euros, qu'est-ce que c'est 5 euros? Bon, pour certaines personnes, c'est beaucoup 5 euros. Et vous avez des étudiants, ils ont beaucoup moins de 5 euros pour vivre par jour. Hein. 5 euros pour visiter Notre-Dame. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on distingue un touriste d'un paroisse. croyant qui vient pour prier. Est-ce que, je vous disais, j'avais un chroniqueur qui raillait les touristes à une époque sur Radio Courtoisie en disant on les reconnaît, ils ont des Bermudas, ils ont des tongs, ils ont des bananes pour tenir leur portefeuille bien garni en euros. Est-ce qu'on va faire payer les hommes en Bermuda pour rentrer à Notre-Dame de Paris? Donc en fait, bien évidemment, mais tout ça pour vous dire qu'elle se fout du monde, elle nous ment. Dire que vous aurez à payer 5 euros. Il vous en coûtera 5 euros d'aller dans la maison de Dieu
Vous allez payer pour entrer dans la maison de Dieu. Mme Dati, ça ne la dérange pas. C'est quand même incroyable. C'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'ils en parlent. Mais ils veulent le faire. Alors le chiffre que je voulais, puisqu'en fait elle nous a fait une grande tirade, à la fois sur la liberté d'expression, on sait qu'elle est très attachée, Madame Dati, à la liberté d'expression, évidemment, comme tous. Ils sont tous très attachés à la liberté d'expression. Une seule expression, la leur. Mais alors celle-ci, il ne faut pas y toucher. Par contre, les autres, évidemment, la cagophobe. Eh ben, elle pleure sur notre patrimoine, Madame Dati. Elle va m'arracher une larme, elle y pense à notre patrimoine. Elle dit, il suffirait de récolter, tenez-vous bien, 75 millions d'euros pour sauver notre patrimoine, dont on rappelle, on parle souvent du patrimoine européen, j'ai toujours cette formule, 90% du patrimoine européen est un patrimoine français. 90% du patrimoine français est un patrimoine religieux. Donc plus de 80% du patrimoine européen est un patrimoine religieux français. C'est là qu'on peut dire que la France est une nation civilisation. Évidemment, c'est ça qui est à détruire. Et les donneurs d'ordre de Madame Dati, de M. Macron, on les connaît et on sait et on saura aussi où les trouver le jour venu, lorsqu'il y aura ce fameux réveil des peuples. 75 millions, rapprochez-le de la cérémonie, de l'infâme cérémonie d'ouverture des JO, 100 à 120 millions. On a dépensé, allez, comme ça, en un soir, c'est ça que Madame Dati oublie, c'est qu'on peut faire le rapprochement entre ces deux chiffres. En un soir, on a dépensé plus de fric à la gloire du couple Macron, de la décadence la plus absolue, de la plus abjecte, que pour sauver le patrimoine dont elle nous explique que pour 75 millions d'euros, on pourrait sauver le patrimoine religieux de l'ensemble du pays. Voyez ça, voyez un peu là. Et tout ça en disant 5 euros pour Notre-Dame de Paris. C'est extraordinaire, avouez-le. Mais ce rapprochement, tout le monde devrait le faire et se rendre compte de l'imposture absolue de cette fausse bonne proposition, évidemment de cette fausse bonne idée, la maison de Dieu. Alors faut-il à nouveau, mais ça c'est certains le croient, mais je pense qu'ils s'illusionnent, le Christ ne va pas revenir pour chasser à nouveau les marchands du temple. Ça c'est des folies millénaristes, celles dont on va parler dans un instant au Proche-Orient. Il ne reviendra pas. Il est déjà venu. Pourquoi voulez-vous qu'il revienne? C'est à nous maintenant de décider dans quelle société et dans quelle civilisation nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons vivre en homme civilisé, en homme de foi ou en barbare? On sait que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui nous proposent la voie de la barbarie. Les suivrons-nous? C'est toute la question. Il y a mieux dans la provocation, mais pour moi le plus dangereux, c'est quand même les gens comme Dati et ses donneurs d'ordre. Vous avez un gauchiste, journaliste, dont je vais retrouver le nom, qui lui a proposé, dans ses provocations perpétuelles, d'ailleurs Raphaël souvent le met à l'index, et le pointe du doigt, lui, il va encore plus loin, il veut que l'on rase, tenez-vous bien, le Sacré-Cœur. Vous aimez bien le Sacré-Cœur, vous, je crois, d'ailleurs, en plus. Alors. Bah oui. Au prétexte que le Sacré-Cœur serait la représentation de l'expiation par les Versaillais, même pas les Montmartrois, même pas les Parisiens, de la Commune de Paris. Donc tout le monde a souvenance, au moins dans les livres d'histoire, de la Commune de Paris, de ses excès, plus que de ses excès, de ce que le peuple de Paris est capable de faire, mettre des têtes de curé au bout des piques, enfin voilà, une bis repetita de la Révolution française. Ça fait partie du peuple de France, il faut l'assumer comme le reste. Mais voilà, il y est reproché. Donc un historien a dit c'est faux. C'est vrai que nombreux sont ceux qui prétendent que le Sacré-Cœur a été construit comme réparation aux crimes, mais aux crimes, donc pas les crimes. Les Versaillais, ce n'était pas pour les revendications sociales de la commune. Hein. Il y a eu, c'est vrai, une pétition et surtout une collecte de fonds pour pour le Sacré-Cœur. Mais enfin, c'est pour les crimes commis contre l'Église et contre les gens d'Église, contre la religion chrétienne, par les communards. C'est tout de même, il y a cette dimension-là.
il y a cette dimension qu'on oublie toujours dans les révolutions, que ce soit la Révolution française, la Commune de Paris, la Révolution russe. À ma connaissance, il y a bien eu d'immenses crimes perpétrés contre l'Église orthodoxe. Est-ce que je me trompe tant que ça, Lara? Non, complètement. D'ailleurs, la principale cathédrale du Jésus Sauveur a été reconstruite après l'URSS. Elle avait été détruite, remplacée par une piscine, et puis reconstruite par la Russie éternelle, la Russie d'aujourd'hui. Sans Alors, compter tout ce qui a été fait envers les hommes de l'Église. Hein. L'époque de Staline, qui d'ailleurs n'a pas hésité à les rappeler sous les drapeaux, enfin à l'aide, lors de la Seconde Guerre mondiale. guerre C'est eux qui ont patriotique. participé pleinement pour justement réconcilier le peuple et d'aller au front et combattre le nazisme allemand. Alors, je vous donne l'émission, le nom de la personne qui a proposé ça. Donc, c'est un ex-LFiste, soi-disant politologue de son état. Vous parlez d'un politologue. Thomas Guénolé, dont parle souvent Raphaël. Voilà. Donc, c'était sur le plateau de Touche pas à mon poste. Voilà ce qu'il propose. Une Alors, ça émission part de. hautement intellectuelle Ah et oui, oui. spirituelle. C'est parti d'une. Vous savez, nous y avions donné droit à cette polémique, à la fameuse polémique du clap, qui n'est pas le clap de fin de Montmartre. Vous vous souvenez? Nous Oui. avions reçu le président de la République sur Radio Courtoisie de Mm. Montmartre et son conseiller au bistrot, notre ami Le Tailleur, qui était venu expliquer qu'il fallait virer ces malfaisants, ces manants boulistes du clap Gaulliste. Mm. parce qu'ils occupaient sans droit ni titre. Donc il y a eu toute une histoire. Évidemment, ça a mal tourné. La mairie de Paris a donné tort aux boulistes. Hein. On s'en étonne pas. Tout ce qui est traditionnel, évidemment, la mairie de Paris n'aime pas. Alors elle aime le vélo. Moi, j'avais cette réflexion que je me faisais, Lara, sur laquelle on pourrait peut-être digresser juste 2 petites secondes. J'étais revenu sur le vélo. Le vélo, il n'aime pas tous les vélos, il n'aime pas le sport, le vélo, il n'aime pas tant que ça. Nos gauchistes, nos Brossat, nos Hidalgo, ils aiment le vélo dans la capitale, ils aiment le vélo pour interdire la bagnole, ça on a bien compris. Mais rappelez-vous toutes les mauvaises histoires, toutes les mauvaises critiques qu'ils ont pu commettre sur le Tour de France, qui Mm. lui était vraiment un événement, on a Populaire. échangé là-dessus, un événement mais mondial, l'événement mondial par excellence. Ces héros du Tourmalet qui montaient avec leur vélo les Alpes, les Pyrénées. Il y avait un côté héroïque de la France qui était sortie de la guerre, mais il y avait un soutien populaire extraordinaire. C'était ça le peuple, Madame Hidalgo. C'était le Tour de France. Le Tour de France. Et on peut le dire dans tous les accents parce que c'est ce que vous me disiez. Vous pouvez en dire 2 mots si vous voulez. Et c'était décliné c'était pas French Tour. Maintenant les Français diraient French Tour. Non, Non, tous, c'est tous Tour de disaient France. le Tour de France. Tour de France. Tour de France en russe. Tour de Tour de France. France. Voilà, Ils ont tout fait pour le oui, dégommer, oui, tout fait pour le déconstruire. D'abord sur le bon de ça page. dopage. Ah, on est pire que les athlètes russes, soviétiques, pardon. À Tous l'insu dopés, de on le mon sait bien, ils plein ont eu toutes gré. leurs médailles comme ça. Comment? Ouais, à l'insu de mon plein gré. Ouais, à l'insu de mon plein gré. C'est vrai que nos athlètes, les athlètes américains n'étaient jamais dopés. Mais surtout, rappelez-vous, les bien méchantes polémiques faites au Tour de France sur ces magnifiques jeunes femmes qui accueillaient avec un beau bouquet de fleurs le vainqueur Oh de là 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 Mon là. Oh Dieu! là 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 là. Oi, oi, oi. Madame Rousseau ne s'en est pas encore remis. Quelle France nauséabonde, la France que l'on n'aime pas, Hmm. la France du viol systémique. La France du béret et de la baguette. Oh là là, oui, Insupportable. les cérémonies des JO de rugby qui avait dit la Libération avait titré sur cette France-France, justement.
Donc ce cycliste, ce Tour de France, ces héros, il les déteste, vous imaginez bien. Ça n'a rien à voir avec le bobo hébété, le crétin à roulettes, qui lui, par contre, évidemment, a le droit à tous les honneurs de la mairie de Paris. Donc je rappelle, donc évidemment, quand on n'aime pas la tradition française, on n'aime pas les jeux de boules. On n'aime pas ça. Ou alors dans d'autres, là j'allais être particulièrement vulgaire, je m'arrête tout de suite. Arrêtez, D'autres jeux de arrêtez, arrêtez. boules, ouais, Ou à la place de cette belle de la, engeance. Oui, de la et flèche de Viollet-le-Duc. On peut mettre des boules. voilà, oui, bien, à la place de la flèche, pourquoi pas un beau phallus. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, les boulistes du CLAP ont été éjectés manu militari, comme moi avec tous nos hommes à Saint-Rita, lendemain de l'inhumation du père Hamel. Le secrétaire général de la mairie de Paris n'avait rien trouvé de mieux que de donner ordre de nous virer d'une église, qui est devenue d'ailleurs depuis une salle d'escalade. Ils en sont très fiers, bravo. Remplacer un lieu de culte en salle d'escalade, c'est peut-être encore plus scandaleux que de le raser. Que voulez-vous que je vous dise? Non, je pense pas. Nicolas, je ne suis pas d'accord avec vous. La salle d'escalade, c'est du temporaire. L'avoir sauvé, ça vous laisse ça nous laisse la chance peut-être d'un jour d'avoir revenir à ce qu'elle était, c'est-à-dire une église, une paroisse. Non, donc moi je pense que tout ce qui est cette transformation actuelle des choses, ça reste de l'éphémère. On pourra on pourra l'enlever, on pourra le réparer. Tout Eh ce qui bien, la destruction, non. On n'aura jamais les moyens de réparer et reconstruire, malheureusement. On le vous avez sait. probablement raison. En tout cas, vous êtes plus optimiste que moi. Soyez-en loués, Lara. Donc, les boulistes du CLAP, eh ben, manu militari à coup de matraque et peut-être un peu de gaz lacrymogène, on les a éjectés pour un hôtel particulier qui va pouvoir être étendu. Petite, alors à un moment donné, on parlait d'une guinguette qui donnerait de l'argent à notre bonne République de Montmartre pour peut-être s'acheter de nouveaux pressoirs pour rendre son vin, le vin de Meilleur. la butte, un peu moins aigrelet, dirons-nous, pour manier la litote, l'euphémisme. Et donc, hôtel particulier où nos édiles socialistes aiment à faire bombance. Il y fait bon dîner, souper à Paris un soir d'été. Donc on va étendre le CLAP. Voilà, il y aura une belle terrasse extérieure pour Madame Hidalgo et ses élus, et puis aussi tous ceux qui aident beaucoup Madame Hidalgo, vous savez. On appelle ça des oligarques en France aussi. Mais oui, il n'y a pas qu'en Russie, Madame Hidalgo, qu'il y a des oligarques. Donc, ce sinistre individu veut détruire, il veut raser le Sacré-Cœur pour mettre l'hôtel à la place. Voilà, le fameux hôtel particulier. Eh bien, il veut le mettre à la place. Alors, voyez, vous communiquez avec moi, Lara, par un chat privé, ce qui fait que je ne nous vois plus. Voilà. C'est une éclipse totale. Donc voilà, il veut mettre l'hôtel en haut. Il veut raser le Sacré-Cœur et mettre un hôtel là-haut. Je ferai prochainement une émission avec notre ami Gérard Le Tailleur sur le sujet pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors d'ailleurs, il dit il se paie de mots. Il n'a pas peur, évidemment. Hein. Il parle pas d'une mosquée ou d'une synagogue. Il n'a rien à craindre, Monsieur Guénel. Il Ben n'aurait pas non. ce courage, le courage du plateau pour injurier, pour cracher sur la religion chrétienne. Ça, c'est pas bien compliqué, Monsieur Guénolé. Hein. C'est pas bien compliqué. On vous entendrez pas sur des minarets, par exemple. On ne donner qu'un exemple. Hein, et je ne veux pas cibler une religion plus qu'une autre. On entendra non là. De quoi parlez-vous? Ça, c'est une grande beauté architecturale, c'est évident, évidemment, bien sûr. Il parle même, pour bien montrer ce qu'il en pense, il parle du Sacré-Cœur comme une merde meringuée géante. Appréciez la qualité du discours de M. Guénolé. Une merde meringuée géante. Voilà. Voilà où en est la France. Et puis, bonne mère, une salle de shoot. Voilà. Que de bonnes âmes. Et puis, de toute façon, comme le disait cet impaillable, et je terminerai là-dessus, le national, avocat
du réfugié qui avait brûlé, je crois, l'église de la cathédrale de Nantes avant ensuite d'égorger un prêtre qu'il avait accueilli suite à ce bien méchant forfait. Ben, vous êtes chrétien, vous les chrétiens, ben, vous allez pardonner. Hein, c'est pas comme ça. Moi, je compte sur nos amis de la République de Montmartre, justement, pour tenter un procès à ce sinistre personnage. C'est un patrimoine, au-delà d'être religieux, c'est un patrimoine parisien et montmartrois. Les gens montent sur cette butte pour aller. Non, mais là, on les entend pas. Hein. Le point culminant de cette butte, c'est le Sacré-Cœur. C'est dire ce qu'il a dit, mais une mère de meringues. Belle mère de meringues. C'est lui qui dit qu'il est, hein, même pas meringué. Hein, donc, voilà. Mais nous pardonnerons. C'est pas la loi du talion. On n'est pas au Proche-Orient. Vous n'aurez pas Maël. Nous ne sommes qu'amour. Et n'oublions pas les bougies et les nounours. Très bien, très bien. Ben voilà, la revue de presse nationale est terminée, ma chère Lara. Et nous allons passer à l'international, puisque vous me demandez à juste titre de me dépêcher un peu avant Lucien Cerise. Et ça va, sinon vous me voyez ou il y a toujours un problème? Ah non, non, je vous vois, ça y est, j'ai réussi. J'ai utilisé mon mulot. Non pas mon surmulot, non pas mon rat, Madame Hidalgo. Vous savez, mulot, vous savez, c'était comme ça que Chirac appelait la souris de l'ordinateur. Il n'appelait pas la souris, il disait c'est son mulot. Donc il bougeait son mulot. Maintenant, mais il était maire de Paris. À l'époque, on parlait pas encore des surmulots pour ne pas dire que les rats infestaient Paris saccagé, Madame Hidalgo. Et entre autres, il est bien dommage que vous n'en ayez pas, et peut-être en avez-vous croisé lors de votre bref baignade dans la Seine, de nos surmulots, justement. International, Lara. Donc, on commence l'international. Eh bien, écoutez, hein, je vais me reposer un peu, et puis je vais vous écouter sur l'information inconnue qui n'existait pas, puisque nous nous regardons le nombril, nous nous flagellons, nous nous détestons. Pendant ce temps-là, le monde, lui, il avance. Il représente Kazan, et il représentera de plus en plus. Il y a eu des chiffres du FMI. On en reparlera encore vendredi soir, entre autres avec le général de Lavarde, à 19h. 19h, général de Lavarde, sur le plateau, en direct, avec aussi Pascal Masse et avec Laurent Arthur Duplessis, vendredi soir, sur le plateau, sur la chaîne principale, nous ferons le premier bilan des BRICS. Et le matin, déjà, nous aurons eu François Martin. Une très belle journée demain, avec de formidables analystes. On en a déjà un aujourd'hui, évidemment, c'est Lucien Cerise. De Lavarde le dit, le FMI vient de l'annoncer, les 10 principaux membres des BRICS, ça représente beaucoup, beaucoup plus en termes de PIB mondial que le G7. On est à 10-15 points d'avance et ça ne va faire que s'accroître. C'est fini, c'est plié. En effet, il ne nous reste plus qu'à nous flageller et à nous regarder le nombril. Parce que l'histoire, elle passe et elle va passer sans nous. Elle ne repassera pas les plats. Kazan, alors, Lara, qu'est-ce qu'il se dit et qu'est-ce qu'il s'est dit lors de ce sommet des BRICS à Kazan, dans la République du Tatarstan, en Russie? Alors, définitivement, donc au moment où Figaro préférait parler de Mazan et de la Belle au bois dormant façon moderne, à Kazan, il s'est passé des choses. Et pour moi, l'information la plus importante, c'est celle qui vient un petit peu couronner déjà un premier succès de ce sommet. La création de la bourse aux céréales des BRICS. On va voir la réaction des marchés financiers mondiaux à cette nouvelle, sachant qu'ils veulent créer une bourse aux céréales qui va être moins soumise aux spéculations et qui va permettre d'avoir le juste prix pour les pays émergents, pour les pays en difficulté, pour l'Afrique aussi. Donc voilà une initiative qui semble être vraiment très intéressante et qui risque tout de suite d'impacter nos marchés à nous, je pense. Donc, ceux qui
enfin, ce qui se passe au BRICS, c'est inintéressant, etc., et qu'il faut pas regarder. Se rappelle bien qu'on avait quand même la moutarde de Dijon qui était impactée par l'Ukraine. Là, on va voir ce qui va se passer avec les céréales. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième, c'est que statutairement, ils commencent à vraiment s'organiser davantage. Il y a maintenant un statut du partenaire des BRICS, c'est-à-dire les pays membres les pays non membres qui ont souhaité une adhésion et qui sont en train d'être étudiés deviennent des partenaires, ce qui leur procure quelques avantages en termes d'échanges commerciaux, etc. Le point était, ce qui était très important pour ce sommet, c'était les marchés financiers. Quelle était la façon d'intégrer les devises nationales des pays membres BRICS dans la banque créée par BRICS et comment sortir de l'utilisation de dollars qui devient beaucoup trop agressif et qui devient une arme plutôt qu'un moyen de paiement permettant aux États-Unis d'avoir les richesses, enfin la richesse qu'il a. C'est clairement étudié et à mon avis, ils vont y parvenir parce que, encore une fois, on peut parler du PIB, mais il faut aussi parler du nombre de personnes que représentent aujourd'hui les BRICS. Ben, en fait, on est en pure minorité, clairement, et ces gens-là se parlent, s'entendent et ne cherchent pas à se faire la guerre. Voilà. C'est qu'il faut aujourd'hui. Moi, je ne vais pas m'étendre davantage sur les communications, parce qu'il y a eu un communiqué, je peux le traduire et le détailler, mais vous préparez les émissions demain et je pense qu'il y a quand même des analyses nécessaires et pas simplement la lecture simple de ces communiqués. Qu'est-ce qui fait partie des annonces un peu propagande, etc., qui ne vont pas impacter notre vie et qu'est-ce qui va être plus important? Bah, c'est à vos analystes de dire. Moi, je dis simplement que pour moi, cette bourse aux céréales, c'est quelque chose de, d'intéressant. C'est Voilà. symboliquement très fort. En plus, c'est les céréales, Déméter. Excusez-moi d'en Exactement. revenir Ouais. toujours au mythe, mais c'est Mm. l'origine de notre civilisation. Quand on fait de la Mm. spéculation là-dessus, évidemment, c'est le verre est dans le fruit. Après, il y a une information que moi Un je prix tiens par juste. des réseaux un petit peu extérieurs, euh, qui a le lien avec Kazan, mais qui concerne Zelensky. Il semblerait que Zelensky avait pour objectif de frapper Kazan pendant le sommet. Et il a fallu le déplacement d'un chef du département militaire, hein, Austin, en Ukraine, pour calmer cette envie. Voilà. Donc on aurait pu assister à quelque chose de... Ah oui, je tiens ça des réseaux russes, mais c'est facile de vérifier si Austin s'est déplacé ces derniers jours en Ukraine et pourquoi il l'a fait. Quel est Bah, le but? tiendront-ils ce fou furieux jusqu'au bout? On voit bien qu'ils ne maîtrisent On a plus maintenant peut-être. deux, vous voyez, on en a deux et pratiquement dans le même hémisphère, hein. C'est Zelensky et Netanyahou, hein. Eh bien justement, si vous avez terminé, on va parler de l'interview accordée à Laurence Ferrari sur CNews avec un immense drapeau avec la croix de l'étoile, pardon, la croix. Que dis-je? L'étoile de David. Étoile bleue, hein. Des pochoirs qui ont été utilisés, dont on nous a dit c'est les Russes, c'est les Bulgares. Ils injurient le drapeau d'Israël. Ça m'avait beaucoup surpris parce que c'était les couleurs du drapeau. Je dis, pas l'impression que ce sont nécessairement des gens qui sont si hostiles à Israël, hein, à l'époque. Donc Ouais. C'était voilà, des nous allons. Bulgares, des Moldaves et puis finalement, comme toujours, les Russes. De toute façon, il faut bien un coupable. Bon, eh ben écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé le moyen de m'effacer à nouveau. Voilà. Nous allons recevoir dans quelques minutes, qu'il se rassure, il est là déjà avec nous, Lucien Cerise. Donc, dans quelques minutes, nous débutons le grand angle, mais je voulais quand même terminer. Alors, est-ce qu'on est sur du est-ce qu'on peut fact-checker
est-ce qu'on peut débanquer, je ne sais pas ce qu'est le terme, l'infâme terme anglais il faut utiliser, sur les 10 000 Nord-Coréens? Est-ce que vous avez des informations supplémentaires très rapidement, avant de parler de l'interview de Netanyahou, et puis on passe au grand angle? Vous avez des informations ou pas Alors, du tout? de toute façon, ce qui a été annoncé, ça a été annoncé, on sait aujourd'hui, la source était la Corée du Sud. Comme quoi l'armée Le régulière meilleur ami de la Corée du Nord. nord-coréenne, Hmm. voilà, le meilleur ami, l'armée nord-coréenne intervenait en Russie, etc., selon les accords. Ça, c'est faux. C'est faux parce que, encore une fois, pour cela, il faut qu'il y ait un accord réellement explicite entre deux pays. Chose qu'aujourd'hui, enfin, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a bien des Nord-Coréens Dans les bases russes, engagés, mais ce sont mercenaires. des mercenaires. Enfin, ce sont vous pouvez mettre en parallèle les Polonais ou les Français qui vont se battre côté ukrainien. Non. C'est des personnes qui sont payées leur service en tant que militaires. Des soldats Et c'est comme déguisés. ça. Des Et soldats je pense que déguisés. voilà, et je pense que les Nord-Coréens, bah, c'est aussi un public comme les Boliviens ou les Colombiens ou les Géorgiens qui vont se faire payer par l'État d'Ukraine pour aller combattre les Russes. Donc c'est pareil. Donc après, combien ils sont, ça je ne sais pas, mais je sais que c'est pas l'armée régulière. Ça c'est vraiment des volontaires qui viennent et pourquoi pas. Merci. Merci Lara. Allez, on termine sur l'interview à CNews de Benjamin Netanyahou. Et qu'est-ce qu'on apprend? Bah, on apprend en fait une chose extraordinaire. Je ne sais comment témoigner ma reconnaissance à Monsieur Netanyahou, puisque en fait c'est cette guerre contre le Hamas, contre les terroristes du Hamas, il le fait au nom des Français, en notre nom. Mais comment peut-on être à ce point insensible à ce sacrifice de M. Netanyahou et de l'ensemble d'Israël? Alors qu'est-ce Mais qu'il ils dit? osent tout, hein. Il a indiqué combattre pas uniquement pour l'intérêt de son pays, mais aussi pour les Français. Il compare les terroristes du Hamas à des nazis. Il dit les combattre au nom des Français. Ah! Alors c'est marrant parce que un jour, lorsque Macron ne lui plaît pas, il rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de France. Pétain, le bruit des bottes. La voilà la France, c'est Vichy. Vous avez déporté les Juifs. Mais là, tout d'un coup, est-ce qu'une agence, McKinsey, probablement, une agence de communication, il a dit, écoute, Benjamin, tu vas caresser dans le sens du poil ces bons Français, expliquer que le Hamas, le Hezbollah, on sait que c'est eux qui ont fait les attentats de 2015, bien sûr. Monsieur Netanyahou, les attentats de 2015, c'est l'État islamique, Daesh, ce qui était auparavant Al-Qaïda, dont les origines se perdent dans les montagnes afghanes, en lien avec les services secrets de la CIA. C'est eux qui ont fait les attentats. Et ceux qui nous ont alertés, c'est ceux que vous bombardez. C'était la Syrie, monsieur Netanyahou, qui nous ont alertés sur le Bataclan en particulier. C'est pas vous, monsieur Netanyahou. Vous, pendant ce temps-là, vous et les vôtres, vous étiez en train de soigner les djihadistes d'Al-Nosra dans les hôpitaux de Tel Aviv. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, de me démontrer le contraire. Ces informations ont, à l'époque, totalement fuité. Donc, ne nous racontez pas votre salade sur le fait que vous nous défendez. Vous ne nous défendez en rien. Le Hezbollah, on peut discuter des attentats du Drakkar, c'était il y a très longtemps. D'ailleurs, ce n'était pas le Hezbollah en tant que tel. En tout cas, le Hamas, attentat en Europe, je suis désolé, non. Il y a un internationalisme islamiste qui a commis des attentats, aidés ou pas par des services. Notamment Al-Nosra. Ça, c'est une autre histoire. Et je ne vais pas rentrer dans des théories dites complotistes. Mais par contre, tout simplement, non, ne dites pas que les Palestiniens commettent moult attentats en Europe et en France. C'est faux. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, c'est avant tout, nous dit-il, voilà, il nous resserre le coup de la civilisation. Donc, la civilisation, sachant que c'est les cérémonies des JO Paris 2024.
C'est LGBT, la civilisation, c'est woke, la voilà. Hein, c'est Tel Aviv, comme Paris, comme New York. C'est ça ce qu'ils appellent la civilisation. C'est-à-dire ce qui n'est plus du tout une civilisation, mais une barbarie, je le rappelle. Donc il dit c'est avant tout une guerre de civilisation contre la barbarie. Donc il a appelé la France à soutenir Israël dans cette guerre qui est également la vôtre. Enfin, il nous fait une ode aux otages. Il dit qu'il a dévoué toute sa vie à la libération des otages. C'est un objectif sacré. Nous ne voulons aucun autre résultat que la suivante. Il explique que s'il ne tuait pas les gens du Hamas, s'il pouvait, les Hamas viendraient tuer tous les Français, chez vous. Ce sont les gens du Hamas. Ils n'ont rien d'autre à faire, les gens du Hamas, que de venir massacrer tous les Français en France. Mais c'est évident. Là aussi, bon, qui veut le croire après tout, hein. Donc c'est le Hamas qui affame évidemment. Voilà, on a le droit au discours habituel. Et puis il faut libérer le Liban. Il faut voilà, on va libérer le Liban en détruisant le Liban. Voilà, on fait la paix. Pour la paix, il faut faire la guerre. Pour sauver le Liban, il faut raser Beyrouth. Ah bah c'est déjà bien, c'est bien parti. Faire de Beyrouth un nouveau Gaza, faire du Liban un nouveau Gaza. Voilà comment ce monsieur veut entreprendre de libérer le Liban. Alors quand j'entends ça et que je dis qu'en plus il veut sauver la France, j'ai envie de dire écoutez, c'est bon. Restons-en là. Restons-en là. On n'a pas besoin de vous, hein, monsieur Netanyahou. Oubliez-nous. Non, mais et puis alors c'est toujours cette idée à la con d'écraser une mouche crevée avec un marteau-piqueur. Moi, c'est comme ça que j'avais comparé l'attaque de Bush fils en Irak contre Saddam Hussein. Ils utilisaient des missiles, des trucs, dernière technologie sur des. Ouais, attention, ils ont des armes de destruction massive. Ils montraient les petites fioles et tout. Vous parlez, c'était déjà un État qui était moribond. Voilà. Et alors, ils l'ont complètement détruit. Comme ça, c'était encore mieux. Et ça a accouché de cette horreur qui était l'État islamique. C'est les interventions à nouveau des Américains en Irak, hein, on le rappelle, qui ont accouché de cela. Ça aussi, on peut pas le nier. Voilà. Eh ben, écoutez, moi en tout cas, j'ai terminé ma revue de presse pour ce qui me concerne. Lara, si vous avez un dernier mot, et sinon, on passe au grand entretien avec notre analyste, un de nos analystes préférés sur GPTV, Lucien Cerise. Non, mais je pense une petite courte page de publicité et on se retrouve. Et on se retrouve avec on vous retrouve avec Lucien Cerise, si vous voulez bien. À tout de suite. Voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.